Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez Berlin de Toi, le podcast qui tire le portrait en français, en anglais ou en allemand des personnes engagées, inspirées et inspirantes qui habitent à Berlin. Je m'appelle Gabrielle et depuis plusieurs années, j'accompagne des artistes et entrepreneurs dans l'éclosion et la floraison de leur personnalité et projets. Excellente écoute et à tout de suite. C'est parti. Marina Ramin, c'est vraiment ton nom de famille, Ramin ? Ouais, on dirait une blague, hein. Bah, non, j'allais dire de ouf, mais c'est hyper désagréable. Mais je me suis posé la question parce que c'est un... Comment on appelle ça quand on échange un anagramme. Ouais, un vrai de vrai en plus. Ouais, et ma mère est prof de maths, donc tout le monde pense que c'était son idée. Et à chaque fois que je leur demande, je dis, mais vous êtes sûrs que c'est pas votre idée ? Non. C'est un peu arrivé comme ça, ils aimaient bien le prénom, Marina, et voilà. C'est drôle parce que Atelier Ramin, ça sonne bien en plus. Et je me suis dit, ah, mais c'est hyper malin, il a fait genre Marina Ramin et tout. Parce que j'ai créé une houguet en Allemagne et moi je l'ai appelée Zimmermann. Ah. Parce que c'est charpentier en allemand. Ah, malin. Bah voilà, tu vois, donc j'étais là, peut-être qu'elle a trouvé un anagramme. Bah non. Non, même pas. Non. C'est stylé quand même. Marina, bienvenue. Je suis ravie d'échanger avec toi aujourd'hui. Et en préparant notre conversation, j'ai beaucoup aimé, donc je vais le citer comme tel, ce que tu avais mis dans ta courte présentation où tu avais mis... Pour moi, l'idée, c'est de trouver le cool, qu'est-ce qui est cool pour soi. Et que le cool pour soi, il n'est pas forcément cool pour les autres. Et l'inversement est vrai. Et je trouvais ça hyper chouette parce que tu vas nous raconter. Tu as fait une grande bascule à un moment après avoir passé une dizaine d'années dans une filière très, 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 très particulière quand même. Tu me diras si tu es d'accord avec ça ou pas. Et là, tu t'es lancée à ton compte depuis pas si longtemps que ça. Ouais. Et le but, c'est d'aller un peu explorer tout ce qui s'est passé, toute ta réflexion, comment ça s'est passé et tout. Mais je te propose quand même, pour commencer, de te présenter. Alors, je m'appelle Marina Ramin, je viens du Puy-en-Velay, en Auvergne. Oui, personne ne connaît, mais ça existe. Et voilà, j'habite à Berlin depuis bientôt 11 ans. J'ai une petite fille qui a 2 ans et demi et j'ai travaillé 10 ans en marketing. Et depuis le mois de mai, je me suis lancée à mon compte en tant que designer d'intérieur. Voilà, j'ai fait une reconversion récemment. Et voilà. Comment, alors si on reprend depuis le début, déjà comment on va de l'Auvergne à Berlin ? C'est pas simple. C'est mal relié. C'est pas du tout relié. Super mal relié. Comment on va de l'Auvergne à Berlin ? Je dirais, alors j'ai fait des étapes, on va dire. Donc j'ai passé par Lyon, j'ai fait une prépa à Lyon. Ensuite, je suis allée à Strasbourg faire une école de commerce. Et je me suis dit, je continue à monter. Et je me suis retrouvée après à Dresde en double master. Voilà. Et j'avais l'occasion à cette époque-là de passer du temps sur Berlin. Et j'ai vraiment adoré. Et je me suis dit, je vais m'installer à Berlin. Donc, petite appétence pour l'Allemagne à la base ou... Mais à la base, pas vraiment. Enfin, c'est étrange mon rapport à l'Allemagne parce que quand j'ai choisi l'allemand en 4e, donc le Puy-en-Velay, c'est un peu considéré comme déjà le début du Sud, je dirais. Je vais en froisser certains, mais moi, on me disait toujours ça, donc voilà. Et donc, tout le monde veut faire espagnol ou italien, ça, c'est clair et net. Et en fait, moi, je sais pas, à l'époque, j'étais déjà très branchée business. Je regardais Capital sur M6 tous les dimanches soirs. Et du coup, on m'avait dit, l'Allemagne, c'est le premier partenaire commercial de la France. C'est ce que nous avait dit la prof d'allemand qui venait faire la pub. Et je m'étais dit, ah ouais, mais c'est ça, moi, il faut que je prenne cette langue. En fait, ça va me différencier. Je sais pas, je m'étais fixée là-dessus, puis je voyais que personne ne voulait faire ça, donc je me suis dit, bah, c'est très bien. J'adore. On va faire ça. Et voilà, et en fait, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant comme langue, que c'était complexe, et que du coup, quand on arrivait à le maîtriser, c'était chouette. Ça n'a pas été le cas tout de suite, ça a pris énormément de temps. En plus, du coup, on avait, comme personne ne voulait faire allemand, il n'y avait aussi pas de prof d'allemand. Donc, on avait toujours des remplaçants, on était toujours en études. Enfin, c'était un peu la foire avec les cours d'allemand. Donc, je me suis dit, ça sera jamais quelque chose que je vais vraiment utiliser. Pourquoi le côté fibre entrepreneuriale ? Déjà, tu disais que ta maman était prof de maths. Ouais. Aucune idée. Vraiment, je pense que j'avais une appétence pour les langues à la base. Donc, j'étais très... j'adorais l'anglais. Je voulais être à un moment prof d'anglais à la fac. J'avais... voilà, les langues. Après, je m'étais rendu compte que tout ce qui était business, on utilisait les langues au quotidien. Si on faisait du business à l'étranger, etc. Je crois que j'avais cette appétence pour l'étranger, pour le voyage aussi, probablement.
Et c'est vrai que j'étais fascinée par ces entrepreneurs qui montaient des business en Inde, des choses comme ça. Voilà. Je regardais ça tout le temps et j'étais hyper jeune, mais j'adorais. Vraiment, ça me fascinait. Et du coup, après, je me suis dit, je vais continuer dans cette direction-là. Et j'avais fait des salons de l'étudiant, des choses comme ça. Et tout ce qui était un peu parcours commerce, ça me plaisait. Ouais. C'est là que tu arrives à Lyon? C'est là que j'arrive à Lyon. Donc, je pars en prépa HEC à Lyon. Je fais 2 ans d'enfer. La prépa. Franchement, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Enfin, si, j'ai rencontré des gens super et je pense que ça ouvre aussi un réseau qu'on n'aurait pas. Enfin, typiquement, c'est des gens que je n'aurais pas rencontrés autrement aussi. Donc, c'était quand même super chouette. Et ensuite, je pars en école de commerce. Donc, on fait tous les oraux, les écrits d'abord, puis les oraux, le Tour de France, etc. Et j'ai été prise à Strasbourg, qui était mon école préférée parce qu'ils étaient aussi très, très axés langue. Donc, ils avaient des gros coefficients dans les langues, etc. Et ça fitait. Et ils avaient des cursus vraiment très langue. Ils avaient un parcours franco-anglais ou un parcours franco-allemand. Maintenant, ça peut paraître un peu drôle parce que je pense que dans toutes les écoles de commerce, les parcours sont en anglais. Ça paraît logique. À l'époque, c'était moderne. Ouais, c'était moderne. Voilà, c'est ça, c'était moderne. Donc, j'avais fait le parcours franco-anglais, pour le coup, pas franco-allemand. Mais comme on était à Strasbourg, on se rapprochait dangereusement de l'Allemagne. Donc, il y avait plein de choses qui étaient disponibles à Strasbourg. Et Dresde, qui a été du coup d'abord comme premier emploi? Non. En stage de fin d'études? Non, j'ai fait mon master là-bas parce qu'en fait... Alors, c'est une petite histoire un peu compliquée, mais en fait, à la base, on doit faire 1 an à l'étranger quand on est à Strasbourg en particulier. C'était 1 an. C'était ça qui me plaisait beaucoup aussi, d'avoir vraiment 1 an et pas 6 mois, etc. Et au début, je me suis dit, j'avais très envie d'aller au Japon. Donc, c'est pour ça qu'on part de loin quand même dans l'histoire. Et à Strasbourg, il fallait faire une LV3 pour pouvoir aller dans le pays qu'on souhaitait. Donc, il fallait que je fasse 1 an de japonais en école de commerce pour pouvoir aller au Japon. Donc, j'ai fait 1 an de japonais. Bon, il en reste absolument rien. Ouais, j'ai fait 1 an de japonais pour... Mais j'ai trouvé ça génial. J'ai adoré. Il en reste malheureusement rien, mais c'était super. Et en fait, après, Fukushima. Donc là, je me suis dit, ouais, non, pas forcément une super bonne idée. On savait pas trop comment ça se passait là-bas, etc. Au Japon. Donc, je me suis dit, non, je vais peut-être regarder plutôt pour la Chine. Donc là, j'ai fait 1 an de chinois. Toujours plus. Et en fait, arrivé au moment des choix, je me suis dit, mais est-ce que finalement, après 1 an en Chine, je parlerai chinois? La réponse est non. Est-ce que c'est mon objectif? Je sais pas. J'avais toujours cette envie d'apprendre une langue et de la maîtriser parfaitement. Et je me suis dit, l'allemand, franchement, j'ai un petit B1, B2, vraiment pas dingue. Si je me mettais vraiment dans des conditions pour l'apprendre à fond. Et du coup, je me suis dit, bon, si je fais un Erasmus, je vais parler que anglais, c'est pas la peine. Donc, je vais faire un double master. Et du coup, là, je me suis inscrite en double diplôme, mais il fallait déjà valider un minimum de niveau d'allemand. Et je pense que j'étais vraiment limite. Et tous les gens qui étaient avec moi avaient fait LV1, ils avaient fait Abi-Bac. Donc, j'étais vraiment la plus nulle de tous. Donc, les premières semaines ont été horribles. J'avais mal à la tête tout le temps. Je prenais des cachets quand je rentrais parce qu'il fallait que je traduise tout, en fait. Donc, j'étais en cours. C'était un niveau master. On était en plus qu'avec des gens qui étaient beaucoup plus âgés que nous, parce que les Allemands font des études souvent jusqu'à un peu plus tard. Donc, c'est vrai. Ils avaient fait déjà des années à l'étranger, etc. Moi, j'avais 22 ans. J'étais là. En plus, on m'avait dit, t'as fait beaucoup de marketing dans ton Master 1, donc tu peux pas en prendre. Là, t'as trop de crédits en marketing, donc tu vas faire des VWL. Donc, j'avais des trucs, Steuertheorie, théorie des impôts, methodische Grundlagen, que des trucs comme ça. Et franchement, c'était hard. Ouais, c'était hard. Mais du coup, c'était se jeter dans l'eau froide et du coup, apprendre à nager dans l'eau froide. Direct. Voilà. Comment cette réflexion qui t'a poussée à atterrir en double master à Dresden? Tu l'as fait toute seule ou t'as été accompagnée? T'as demandé Non, de je l'ai l'aide? faite toute seule. Ouais. Je pense que à un moment, je me suis dit, je vais faire du marketing. Je pense que c'est ça qui s'est passé dans ma tête. Je savais que j'allais faire du marketing. Je savais que c'était un peu la voie que tout le monde voulait faire, qui était un peu bouchée. Je pense que j'avais peur de ça. Et toujours cette idée de se différencier, d'avoir une corde à son arc en plus. C'est drôle de penser comme ça, je trouve c'est ça marrant. Ouais, c'est intéressant. Mais c'est rigolo. Donc, tu te retrouves du coup à Dresde. Ouais. Dans ce double cursus où t'es en train d'apprendre du Steuer, Ouais. ce genre de choses. Ouais. C'est quoi ta première impression de l'Allemagne? T'avais une idée de rester sur place? Tu parlais du fait que tu voulais apprendre à maîtriser la langue.
Ouais, je sais pas si à ce moment-là, je me disais que j'allais rester peut-être. En fait, je fais partie des gens qui n'ont pas de plan. Bizarrement, j'ai pas de... Je sais qu'il y avait beaucoup de gens quand on était en école de commerce qui disaient bah, moi je fais ce stage-là parce que dans 5 ans je veux être là, dans 10 ans je veux être là. Moi c'était là maintenant j'ai envie de faire quoi, je fais ça et après je verrai où au moment d'après j'ai envie d'être en fait. J'étais très dans l'instinctif comme ça et du coup à Dresde j'ai adoré cette ville, j'ai trouvé ça super chouette. Il y avait plein de choses, une ville qui est toujours en train de se reconstruire. Ça me rappelle un peu Kreuzberg à Berlin. Je trouve la Neustadt, particulièrement à Dresde, c'était pas cher. En tant qu'étudiant, on était super bien. Il y avait plein d'internationaux aussi. Et je me suis dit, Berlin, j'avais l'impression que c'était ça en plus grand. En fait, Dresde, au bout d'un moment, on avait fait les quelques rues de la Neustadt et bon, on avait fait un peu le tour, on voyait toujours les mêmes têtes. Et moi, j'aimais beaucoup les grandes villes. Et Berlin, vraiment, ça a été le coup de cœur. J'étais allée plusieurs fois. J'étais aussi à un moment en couple avec quelqu'un qui était à Berlin. Donc, j'y passais des week-ends. Voilà, j'adorais. Et donc, t'es passé à ce moment-là de Dresden à Berlin ? Ouais. Et t'as commencé à travailler ? Comment s'est fait la transition à ce moment-là ? Ouais, alors après, j'ai cherché direct du boulot. VIE ? Ou boulot non, classique ? c'est marrant, j'aurais dû penser au VIE parce que j'ai plein d'amis qui ont fait des VIE et je trouve que c'est des cursus super. Non, pas du tout, j'ai vraiment cherché sur les petits sites, les Indeed et tout, un boulot en marketing de junior. Et voilà, et en fait, il y avait des offres. C'était l'époque de Berlin où il y avait encore Rocket Internet, toute l'époque du e-commerce. Zalando était petit encore. Ça devait être fou. C'était pas qu'elle avait l'air dingue. Quand j'y repense, c'est incroyable. En plus, au niveau du boulot, c'était agréable et à la fois stressant parce qu'en fait, ils embauchaient beaucoup de monde et puis ils débauchaient la semaine d'après 20 personnes. C'était très... Il y avait un investisseur qui mettait du cash, on embauchait et puis hop, paf, il y avait des problèmes, ça débauchait direct. Donc c'était assez stressant, mais le marché était flexible. On n'avait pas des gros salaires, il n'y avait pas de grosses boîtes, mais il y avait plein de petites startups. Et donc là, j'étais décidée d'aller à Berlin. Je me suis dit, j'y vais. Et j'avais une amie à moi qui avait fait le master avec moi. Et on est partis toutes les deux avec notre petite camionnette. Je me rappellerai toujours, elle m'envoie toujours cette photo à la date anniversaire de notre déménagement. On est partis avec notre petite camionnette, on a déménagé à Berlin. Et on avait trouvé toutes les deux un job. Et donc là, j'ai commencé dans une start-up. En fait, c'était intéressant parce que c'était une start-up allemande qui avait été cofondée par 5 Allemands qui venaient juste d'être achetés par une grosse boîte américaine de la Silicon Valley. Donc voilà. Donc du coup, ce que je savais pas, c'est que forcément, ils allaient faire le tri au niveau du management et en particulier de l'équipe européenne, parce que eux, ils avaient déjà leurs executives dans la Silicon Valley. Mais pour moi, c'était une chouette expérience. C'était une boîte avec des cartes digitales. C'était direct du B2B. J'ai commencé tout de suite en marketing B2B, donc les salons. Donc directement en lien avec tous les partenaires clients, c'est ça ? Ouais. Qui sont des entreprises. Exactement. Ouais. Et là, on a fait quelques salons. J'avais fait un premier salon à Las Vegas. Voilà, c'est fou quand même. J'étais comme une dingue parce que pour moi, c'était fou. C'était un peu... En plus, quand j'étais partie à Dresde, c'est sûr que quand j'avais fait le stage admissible aussi, j'avais accueilli les autres années en stage admissible. Et quand on me demandait, et toi, tu vas où ? Je disais, moi, je vais à Dresde. Les gens me disaient, ah ouais, pourquoi ? Parce que tout le monde allait à Guadalajara, à Sydney, dans des destinations super exotiques. Et moi, je vais en double master à Dresde. Ça faisait déprimer tout le monde. Et du coup, je pense qu'après, je cherchais absolument un boulot où je pouvais voyager, voir des choses que je n'avais pas vues, du coup, quand j'étais à Dresde. Dans la présentation, tu m'as écrit que tu avais vécu à ce moment-là la vie dont tu avais toujours rêvé. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui est drôle, c'est que ça a commencé là. Donc ça, c'était ce premier boulot. Ça a duré qu'1 an parce que... En fait, on avait notre production, donc toute l'équipe produit qui était en Roumanie. Et ils ont voulu absolument garder cette équipe-là, évidemment. Mais toutes les personnes qui étaient à Berlin, petit à petit, ont été liquidées pour garder juste les managers aux US. Et oui, et en fait, là, après, j'ai changé de boulot. Je suis rentrée dans le solaire. Et là, j'ai continué les salons. Et c'est vrai que j'ai été tout le temps en salon, tous les mois, tous les 2 mois. Las Vegas, en Australie, en Inde, voilà. Pour les personnes qui connaissent pas bien ce monde de salon qui est en plus international, je sais qu'il se remet beaucoup aux questions. J'ai l'impression que ce soit les conférences ou les salons, c'est de plus en plus des choses où on dit pour des raisons écologiques ou de transport ou même
le ratio entre le déplacement et le temps passé sur place, j'ai l'impression que ça se remet de plus en plus en question et puis il y a plus de digital qui rentre dedans aussi. Mais raconte-nous, toi, à cette époque-là, ça voulait dire quoi? Tu préparais ta petite valise. Comment ça s'organise? Tu vois, ton objectif, c'est d'avoir le plus de clients potentiels. Ton objectif, c'est d'avoir visé 3 partenaires avec lesquels tu vas absolument avoir un contrat. Enfin, quelle est la démarche et avec quel objectif est-ce que tu vas sur place? Et à côté, est-ce que tu as le temps de visiter un petit peu le pays où t'es? Ouais, non, en fait, c'est ça, c'est qu'il y a un peu la réalité, le rêve qui s'opposent dans cette histoire. Voilà, c'est ça. Alors, la boîte après dans laquelle j'étais, c'était hyper intéressant, parce que c'était une boîte indienne qui faisait des panneaux solaires en Inde. Et donc, je gérais le marketing international, moi, de Berlin, et j'avais une petite équipe en Inde, et j'avais un homologue indien qui gérait le marché indien. Donc, en fait, moi, je préparais les salons. Donc, déjà, toute l'année, c'était beaucoup de offline au final. On faisait des flyers, des brochures, parce que du coup sur les salons on avait besoin de ça, donc c'est marrant parce que c'est un marketing qui peut paraître un peu désuet maintenant parce qu'on n'en fait presque plus, et voilà, et sur les salons on arrivait, donc il fallait s'occuper aussi des transports des panneaux solaires, parce que ça c'était moi je me revois à San Francisco en train de recevoir les panneaux solaires qui étaient dans des gros trucs en bois là, et j'avais pas de pied de biche. Je suis allée demander à quelqu'un, est-ce que vous pouvez pas m'aider? Ils m'ont vu débarquer, ils se sont dit alors elle est vraiment dans la merde avec son panneau solaire. Voilà, donc il y avait toute la partie préparation. Je faisais aussi tout ce qui était design du stand, parce qu'il fallait qu'on ait un stand qui soit cohérent avec la marque, qu'on ait des taglines dessus qui correspondent à la communication qu'on avait, etc. Et puis l'objectif, c'était de nouer des contacts, de faire rentrer des leads, d'avoir des gens qui s'inscrivaient soit à notre newsletter, et puis d'amener des contacts à nos personnes qui étaient là en sales, en fait. Voilà. Et pour continuer la suite de ta question, alors typiquement, là, quand je bossais pour l'Inde, je suis allée en Inde aussi au siège. Donc ça, c'était quand même une expérience plus intéressante que les salons, parce que là, pour le coup, je suis arrivée, j'allais au bureau le matin. Je rentrais dans l'ascenseur, tout le monde sentait le jasmin, des parfums qu'on n'avait pas l'habitude de sentir ici. J'ai des souvenirs incroyables. C'était vraiment génial. Et je suis arrivée dans cet open space, tout le monde me regardait. J'étais la petite blonde avec mon petit carré. Là, je pense que je l'ai noté pas mal dans le paysage. Et voilà. Et là, pour le coup, j'ai eu beaucoup plus la chance de connaître la culture. Déjà, j'étais avec mes collègues en face-to-face, donc on discutait. J'avais une collègue à l'époque, Pratik Shah, qui faisait les PR, et j'étais dans son bureau, et elle me disait « Tu veux un café ? Attends, j'appelle. » Elle appuyait sur un numéro, il y a quelqu'un qui nous apportait un café. « Tu veux manger quoi ce midi ? Tu veux manger une pizza ?» J'étais là « Bah non, moi je veux manger indien. » Elle était là « Ok. » Donc on m'a amené un thali génial avec plein de trucs. Donc là, j'avais un peu plus, pris la mesure du pays, et on m'avait emmenée à l'usine de panneaux solaires qui était dans la Pampa, donc en voiture, etc. Là, c'était le... Voilà. Donc là, pour le coup, j'avais un peu plus vu quelque chose. Mais il faut dire que pour le reste, dès que c'était des salons, on partait sur le week-end, on arrivait, il y avait le jour de setup, après c'est le salon. Les salons, mine de rien, je pense que j'avais sous-estimé l'aspect drainant. C'est vrai que toute la journée, c'est beaucoup de sons, beaucoup d'images. Donc on arrive le soir, on est épuisé, mais le matin, on est on, quoi. On est à 7h du mat, au petit-déj, il faut parler avec tes collègues, t'es dans le truc. Le soir, tu es en networking, pour peu que tu partes faire la fête, ce qui est aussi agréable, mais du coup, le lendemain, tu enchaînes, etc. Et tu repars sur le week-end et t'arrives, et parfois, on enchaînait un peu les semaines, parce qu'il y avait plein de gens qui prenaient pas leur récup, il y avait un peu ce rythme comme ça, voilà. Et là, du coup, c'est vrai qu'on voyait presque rien du pays, ou alors, si on voulait le faire, c'était un peu à nos dépens, c'est-à-dire qu'après, on était épuisés, on avait eu le temps de faire un tour très rapide, et puis les salons sont toujours un peu en marge des grosses villes, ou des endroits intéressants. Ils sont pas vraiment, ils sont pas vraiment sur le lieu intéressant à visiter, quoi. Et juste pour rester sur cette expérience-là, tu disais que tu étais responsable du marketing international. Ça veut dire qu'il y avait des différenciations selon les pays. Tu as expliqué ce que tu avais comme exemple de ce que tu faisais. Comment s'organisait ton quotidien à ce moment-là ? Ouais, en fait, on était juste 2 équipes internationale et équipe indienne, mais c'était une petite équipe, donc on bossait tous ensemble. Mais par exemple, quand j'allais en Inde, ils avaient par exemple des plus gros budgets pour les salons indiens, parce que c'était pas leur marché, c'était leur marché principal. Contrairement à moi, le marché international était vaste, mais
pas leur marché principal d'action, parce qu'en Inde, ils bossaient avec des officiels, avec le gouvernement, etc. Donc voilà, et moi, à Berlin, c'était marrant, c'était super simple du coup, parce que j'avais un bureau partagé, je me rappelle, à Mitte, dans la Lothunstrasse, c'était super chouette. Je remplaçais quelqu'un qui était en congé maternité. Je la remercie d'ailleurs, parce qu'elle m'avait fait confiance à l'époque, j'étais hyper jeune, c'était incroyable. Et en fait, j'avais dans le bureau, j'avais une assistante allemande, j'avais un graphiste qui bossait pour nous, et il y avait 2 autres graphistes, je crois, qui partageaient le bureau. Mais du coup, c'était vraiment... eux, c'était des anciens de la ex-RDA qui avaient vécu le mur à 18 ans. Donc, je leur posais plein de questions sur ça. Enfin, c'était un peu 2 salles, 2 ambiances. J'étais soit en col avec l'Inde, soit avec les Berlinois qui avaient vécu la chute du mur. Voilà, c'était un peu ça mon quotidien. Donc, tu as vraiment eu le mix de culture que tu recherchais, quoi. Ouais, totalement. C'était génial. Au début, c'était un peu flippant parce que c'était beaucoup d'un coup. J'avais du mal à comprendre les accents, que ce soit l'accent berlinois, l'accent indien, etc. C'était, au bout de 2 jours, c'est bon, tu l'as entendu, voilà. Mais je me rappelle notre graphiste qui disait tout le temps des hic et vraiment le Berlin accent, là. Vraiment, au début, je me disais, ça va être compliqué. Mais t'es restée en plus. C'est là où t'es restée une dizaine d'années ? Non, là, je suis restée 1 an, parce qu'après le congé maternité de Zaira se terminait. Et en fait, j'avais fait entre-temps un burn-out, il faut quand même le dire, parce que trop de stress, trop de sollicitations. Je pense que je ne m'étais pas assez préparée à tout un tas de choses. On m'appelait sur WhatsApp, on m'appelait en Inde, ils bossaient un week-end sur 2. Ouais, Puis en décalé, non ? En décalé, et oui, puis on avait des gens aussi aux US, donc enfin... Et à l'époque, moi, j'étais vraiment nos limites. Je voulais faire absolument tout bien, parfaitement, donc j'étais disponible tout le temps et pour tout le monde, et je disais oui à tout, donc forcément, au bout d'un moment... on va dans le mur, et je me suis retrouvée à 20 de tension et pendant 1 mois à l'arrêt. Et donc là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je continue ce job ? Parce qu'il m'avait proposé, il voulait, je crois même me proposer quelque chose en Inde à l'époque. Parce que, ils avaient eu cette idée-là, et j'étais pas prête à partir en Inde, j'étais bien à Berlin, je commençais à faire mon petit nid, voilà. Et en fait, après, j'avais rencontré sur les salons, c'est marrant, c'est tout des petites histoires dans des petites histoires, mais j'ai rencontré une certaine Fabienne, qui est une Française à Berlin, qui est coach, que j'adore, qui est une très bonne amie à moi aujourd'hui, et qui m'a dit, mais tu sais, nous, dans la boîte dans laquelle je travaille, c'est un magazine, on n'a pas de marketing, ça te dit pas de venir, viens, je te présente, viens. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Et j'avais commencé à regarder à Paris à ce moment-là, parce que je m'étais dit, peut-être qu'il faut rentrer. Je sais qu'en école de commerce, tous les gens qui étaient partis à l'étranger rentraient. C'était un peu le principe. Le grand sujet. Ouais, c'est le grand sujet. C'est vrai, puis tout le monde te dit, et toi, tu rentres quand ? Et on me le demande encore parfois. Aujourd'hui, ça me fait rire d'ailleurs, parce que je rentre pas, en fait, moi. Alors, juste là-dessus, ça faisait combien de temps que tu étais en Allemagne à ce moment-là ? Ça faisait peut-être 4 ans. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai l'impression que il y a différentes phases. Il y a des chronologies quand tu recommences à remettre en question. Et il me semble que c'est les premières années, en fonction de la stabilité. Ensuite, tu as 4-5 ans. Il me semble qu'à 8 ans, tu as une remise en question, et après, ça pousse. Mais moi, j'ai l'impression qu'une fois que tu t'habitues en plus au contexte de travail international, il faut vraiment revenir dans des conditions particulières ou en fonction de ce que tu recherches, quoi. C'est ça. Puis quand j'ai regardé les boulots que je trouvais sur Paris, c'était des trucs à l'extérieur de Paris, super mal payés, des jobs avec absolument 0 responsabilité. Je me suis dit waouh, parce que là j'étais noyée dans la masse du marketing, quoi. Et en plus, pas du tout, très peu d'offres au final adaptées au marché allemand. Donc en fait, j'aurais perdu complètement mon avantage sur le marché. Enfin, je trouvais que c'était dommage. Et vrai sujet, ça aussi, hein. Ouais. Parce que moi, c'est ce que je dis quand les gens me demandent. Je suis là, mais en Allemagne, je suis l'étrangère, et en plus, on a de la chance parce que je dis toujours, la France a un très bon marketing à l'étranger. Donc, on a la chance de vivre le préjugé positif, je veux dire. Donc, quand tu le vis en négatif, ça doit être quand même... Enfin, ça m'a permis de prendre conscience à quel point ça peut être, à mon avis, difficile dans l'autre sens. Quand je me disais, c'est pas possible que ce soit le nombre de bénéfices que j'ai juste parce que je suis française et que j'ai un accent et que les gens, ils ont un préjudice vraiment positif. Ouais. Bon, après, faut livrer, hein. Ça suffit pas d'avoir un joli accent, c'est pas suffisant. Mais c'est vrai que la question de cette position que tu as en tant qu'étranger à l'étranger, justement, dans un autre pays,
elle est très particulière et elle a des dynamiques très, très internes, enfin très, comment dire, très particulières en elle-même. Et quand tu rentres, tu les perds aussi d'une certaine façon. Ouais, complètement. Et je pense que là, quand j'ai eu cette proposition, je me suis dit, mais là, tu vois, on revient sur le fait que j'avais pas de plan. Enfin, j'avais une idée, et puis au final, il y a eu ça, et je me suis dit, ça, je crois que c'est l'opportunité à saisir. Je trouvais ça hyper intéressant d'avoir aussi rien. C'est-à-dire que du coup, je suis rentrée, donc c'était le plus gros magazine du solaire pour les professionnels du solaire. Voilà, et c'est un magazine international qui est très réputé, très reconnu. Et en fait, ils avaient absolument zéro marketing, donc il fallait tout faire, mais des choses vraiment basiques, signature de mail, des présentations pour les sales, etc. Et tout construire, et vraiment construire une marque, une identité qui soit reconnaissable. Et on avait beaucoup le focus sur les annonceurs, donc qui étaient nos clients principaux, et moins sur la partie subscription, ce qu'on a un peu fait après. Voilà. Et c'est là que j'ai commencé chez PV Magazine. Tu rentres à ce moment-là avec ton burn-out derrière toi. Ouais. Est-ce que tu t'as prévu, tu t'es engagé, enfin, je ne sais pas comment tu fais avec toi-même pour te dire, ok, cette fois-ci, je me mets des règles un peu différentes que la fois d'avant? Oui et non. Je pense qu'à cette époque-là, j'étais encore trop malléable parce que tu vois, rétrospectivement, j'ai vraiment fait des choses au niveau des salons où je me dis, mais c'est pas possible. J'ai vraiment... c'était... Je suivais ce que faisait la hiérarchie à tout prix, en fait. Donc, quitte à pas faire de pause déj, à continuer à bosser tout le temps. Mais je pense que c'était vraiment ce truc du people pleaser, de vouloir absolument plaire, de vouloir absolument donner le meilleur de soi-même. Et ça, je pense que j'ai commencé à faire attention à ça plus tard, quand j'ai commencé après à faire une thérapie. Parce que là, on a beaucoup travaillé sur le people pleasing, et notamment sur le fait que j'avais fait le test du Ennéagramme aussi. Grâce à Fabienne, d'ailleurs, la coach dont je parlais tout à l'heure. Et il s'avérait que j'étais le numéro 2, qui est le helper. Donc voilà, et du coup, là, à ce moment-là, je me suis dit, bon, il va falloir quand même recadrer un peu, parce qu'en fait, toute ton énergie s'évapore, quoi. Je te demande ça parce que je trouve que parfois, quand tu vas à tes limites, elles te permettent de savoir où sont tes limites. Dans le sens, tu vois. Donc, si on prend l'exemple du sport, alors, je sais pas si c'est une bonne chose de comparer le travail et le sport, mais pourquoi pas. Quand tu arrives jusqu'à un certain bout, ça te permet de dire, ok, maintenant que je l'ai fait, je sais où est ma limite, je sais quel est l'objectif que je peux atteindre. Et en fait, si tu vas pas jusque-là, tu le sauras jamais. Ouais. Donc, peut-être qu'on n'a pas besoin de pousser les limites à l'extrême non plus, mais je suis curieuse de savoir quel est ton point de vue là-dessus. On en parle notamment parce que pourtant... J'ai eu 28 ans et j'ai des collègues qui commencent, qui ont 22, 23. Ouais. Et moi, je trouve que déjà notre culture du travail et la leur, c'est pas du tout la même. Ouais. Et c'est pour ça que je me demande un peu, il n'y a pas de juste dans l'absolu, mais je trouve que ça a aussi, peut-être ça forge aussi en fait, de se mettre dans des zones d'inconfort à un certain moment pour pouvoir rectifier ensuite. Ouais, moi j'ai été beaucoup inspirée justement par mes collègues plus jeunes après. Notamment, j'avais quelqu'un dans mon équipe, Adélaïde, qui m'écoutera probablement sur ce podcast. Et elle était plus génération Z, et je trouvais que sa façon de poser les limites était très bien. Parce que c'était toujours très respectueux, mais elle savait dire, là, j'ai pas la capacité de faire ça, là, je peux pas, etc. Et moi, j'avais cet entre-deux. En fait, la génération Y, c'est un peu compliqué parce qu'on est entre la génération Z comme ça. On se dit, waouh, c'est hyper fort ce qu'ils font. Et à côté, on avait la génération X qui était du coup nos chefs et qui, eux, sont zéro limite, tout donné pour leur travail. Le travail était enfin, moi, spécialement, à cette époque-là, mon manager, c'était toute sa vie. Donc, elle, dans l'incompréhension, dès qu'on mettait des limites, surtout quand on n'en avait jamais mise. Donc ça a été un peu difficile à naviguer. Mais petit à petit, j'ai commencé à regarder ce que faisaient les autres et à me dire, oula, mais moi, à côté, j'ai fait beaucoup trop. En fait, il faut absolument que pour avoir, du coup, une énergie qui soit meilleure. Mais je pense que c'est pareil aussi dans que ce soit avec le travail, mais aussi en amitié ou dans des choses comme ça. Quand on commence à trop donner, après, ce qu'on donne n'est pas aussi bon que si on donne un peu moins, mais que quand on est là, on est vraiment là. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Voilà. Je suis d'accord. On en parlait avec Daria d'ailleurs là-dessus, où finalement c'est plus quelle énergie tu mets dans les choses ou quelle concentration plutôt que quelle quantité. C'est ça. À la fin.
à quel point tu peux être conscient dans un moment, quoi. Ok, donc tu passes à ce moment-là au magazine. C'est un magazine papier, c'est un magazine en ligne? Les deux, ouais. Alors, c'est un magazine papier, donc c'était vraiment très à l'ancienne. On avait l'équipe de la rédaction papier, on avait même 2 magazines. On avait un magazine international et un magazine allemand, parce qu'à la base, c'était un magazine allemand qui avait été racheté, voilà. Et après, on avait aussi les sites internet. Et du coup, on a ouvert, à l'époque, quand j'étais dans ce magazine, on a ouvert 5 sites, je crois, parce qu'on avait... Puis Magazine France, puis Magazine Inde, puis Magazine Espagne, puis Magazine... voilà, on en a ouvert plein. Et voilà, donc c'était aussi très riche. L'équipe était géniale. On avait des gens d'un peu partout aussi. Et là, on a fait vraiment beaucoup de salons. Je crois que c'est là que j'ai commencé à ressentir un peu l'overdose de salons. Parce que là, on avait vraiment un planning annuel. C'est-à-dire que janvier, c'était Abu Dhabi. Février, j'avais des collègues qui allaient à Tokyo. Mars, c'était Düsseldorf. Avril, c'était Istanbul. Mai, c'était Munich. Juin, c'était, je sais plus où. À un moment, il y avait toujours aussi Las Vegas ou aux États-Unis. Et en fin d'année, on finissait par... il y avait toujours un salon. Il y en avait un à Marseille, un autre à Montpellier. Donc ça, c'était plutôt en France. C'était un peu moins loin. Et un en Australie. Voilà. Et c'est loin, là. Ouais, c'est très loin. Ouais. Il y a un moment, ça arrivait un peu à l'absurde. C'est-à-dire, je me rappelle d'une année où en 2 semaines et demie, j'ai fait Bruxelles sur 3 jours. Je suis rentrée 2 jours chez moi. Je suis partie en Inde. Je suis revenue, je crois, et je suis partie en Australie. Où Bruxelles était entre les deux. Quelque chose comme ça, de hyper absurde sur 2 semaines et demie. Et en fait, après, j'ai posé des jours de congé. Je crois que c'est là où j'ai vu que c'était vraiment trop. Et en fait, j'ai fait que dormir. Et j'étais en Australie. Mais j'étais tellement épuisée. Le décalage horaire, les gens. En plus, j'ai fait plusieurs jobs là-bas, c'est-à-dire que je suis rentrée, donc je gérais le marketing. Finalement, on s'est beaucoup développé dans la direction des événements parce qu'on faisait des webinars, on faisait des events, des vraies conférences qu'on organisait en marge des salons. Et c'était moi qui faisais ça aussi après les events. Donc j'avais la double casquette marketing-event, plus sur les salons, quand on n'avait pas de budget pour des hôtesses, j'étais aussi l'hôtesse, c'était la plupart du temps le cas. Voilà, donc c'était, j'envoyais des newsletters, je disais bonjour à quelqu'un sur le stand, je répondais à un speaker, je lui préparais, c'était un peu absurde au final. Et là, c'est là que je me suis rendu compte. Après, on a embauché, je sais pas, on avait une équipe d'event où il y avait peut-être 5 personnes. En marketing, après, on était 3 ou 4 et je me suis dit, mais c'était absolument absurde, même si c'était pas le scope actuel où on avait tout ce monde, mais j'avais fait beaucoup trop, c'était pas normal que je fasse autant de choses à ce moment-là. Donc c'est à ce moment-là que tu commences à remettre un peu en question ce que tu es en train de faire dans cette boîte ou en général avec le marketing? Plutôt les voyages. Et en fait, après, ce qui s'est passé, l'aspect salon non-stop et de trouver ça finalement pas très agréable en fait. Et puis ce qui est un peu gênant avec les salons et ce côté un peu cool, je pars à l'étranger, c'est qu'en fait, on peut pas dire aux gens c'est vraiment épuisant, j'en ai marre. Parce que les gens sont là, mais attends, mais tu te plains, moi je suis toujours au bureau, c'est vraiment chiant. C'est vrai, c'est un peu, on a l'impression d'être hyper ingrate de se plaindre de cette situation-là. Mais moi, dans les faits, j'étais épuisée, j'en avais marre. Et donc là, c'est là que je commençais à remettre ça en question. Et en fait, après, le Covid est arrivé. Ah. Et donc là, ça a ralenti. Ça a tout ralenti. Moi, j'étais trop contente de pas pouvoir aller en salon. C'était, parce qu'on avait le temps de penser. C'est ça aussi, c'est que je me rendais compte que j'avais plus d'idées. Je crois qu'à force, j'avais plus d'idées parce que j'étais tout le temps à 100%. Et c'était dommage, quoi. Je me rendais compte que j'arrivais plus à penser à de nouvelles choses. Ouais. Donc, pardon, je te regardais parce que j'écoutais et je me disais en même temps, c'est amusant, il y a vraiment ce côté de saison. C'est comme on voit ça, il me semble, dans les cabinets qui font de l'expertise ou ce genre de choses, où on sait que les gens restent en moyenne 3 ans. Ouais. Et en fait, pendant 3 ans, c'est même pas négatif, mais t'es pressé parce que t'arrives avec toute ta bonne volonté et tu vas à fond. Et tu pars du principe qu'au bout de 3 ans, la personne va s'essouffler. Et c'est le moment de soit de s'en défaire, soit de le faire passer à une autre position, etc. Donc je pensais à ça d'un côté. Et j'avais vu une vidéo je la mettrai, elle était rigolote, d'une femme qui expliquait qu'elle faisait à côté, elle avait lancé une formation qui permettait d'être boulanger, je pense, aux États-Unis. Et elle expliquait qu'aujourd'hui, les gens, ils voulaient pas être boulanger en se réveillant à 4h du matin. Mais ils faisaient des batchs 1 à 2 fois par semaine qui vendaient à heure fixe. Et en fait, ça leur permettait de faire un revenu complémentaire. Et je me disais, je trouve ça intéressant parce qu'on va être dans une situation où, tu vois, il y a peut-être des moments dans la vie où tu fais à fond quelque chose pendant un bout de temps.
Et maintenant, on compose en mettant plusieurs choses différentes pour tenir dans la longueur. Ouais, bah là vraiment je sais que le Covid je l'ai pris comme un peu un grand bol d'air, aussi terrible que ce soit tout ce qui s'est passé, mais pour le coup professionnellement parlant pour moi c'était ok, on peut souffler. Et en plus c'était hyper intéressant parce qu'on nous a demandé de repenser les events à ce moment-là. Donc on avait quelqu'un qui gérait les events à ce moment-là et on nous a dit à toutes les deux allez-y, trouvez une idée, il faut faire quelque chose parce qu'en fait, il n'y a plus de salon. Donc, et nous, on fait quand même des conférences. Donc, voilà. Et du coup, on a trouvé un studio télé à Berlin et on a organisé tout ça en live. Et voilà. Et moi, du coup, c'était génial parce que j'ai pu faire un autre type de marketing en plus. C'est-à-dire que là, pour le coup, j'ai fait aussi du set design, donc préparer les scènes, etc., pour que ça ait l'air beau, agréable. J'ai fait aussi tout le marketing des visuels sur les écrans, etc., les trucs télé, les board bundles, là, comme on dit, là, pour les présentateurs, etc. Donc ça, j'ai adoré et c'était complètement différent. Donc on a fait ça et ça, c'était chouette. Ça a relancé un peu la machine créative, pour le coup. Et sur toutes ces années, comment tu t'es formée? Comment tu as appris tout ça? Toute seule. Toute seule, tout? C'était en allant sur Internet? Tu as eu des formations? Non. Est-ce que dans le processus créatif, on parlait, est-ce qu'il y avait des organisations où vous aviez un point par semaine? Comment tu allais chercher tes inspirations? Non, c'est ça qui était un peu génial et tragique à la fois. C'est-à-dire que j'ai beaucoup appris toute seule parce que j'ai beaucoup cherché. Je crois que je suis quelqu'un de très curieux, donc j'écoute beaucoup de podcasts, j'essaie de lire beaucoup, je fouille Internet, j'ai cette espèce de moment là, de focus sur des trucs, je me renseigne, j'essaie d'apprendre toute seule, je pose des questions. Mais j'avais pas le support en interne là-dessus. Et j'avais pas non plus dans la hiérarchie quelqu'un qui était spécialiste. Donc c'est là aussi quand j'ai changé de boulot, je me suis dit là j'ai des lacunes sur ça, là j'ai des lacunes sur ça, parce que du coup tout ce que j'avais construit, je l'avais construit toute seule. Donc j'avais pas un recul énorme dessus. Mais après j'aime bien aussi cet aspect il faut bricoler, il faut trouver des solutions. Moi je suis assez forte pour trouver avec des petits bouts de ficelle, arriver à faire des choses pas mal. Et on avait très peu de budget. On avait notamment, pour les réseaux sociaux, on avait à la fin, je crois, 29 chaînes de réseaux sociaux parce que du coup, on avait tous les pays qui avaient un LinkedIn, un Twitter et un Insta. Non, on n'avait pas Instagram parce que du coup, on était plutôt au focus LinkedIn, Twitter, Facebook à l'époque. Et surtout LinkedIn. Et il fallait trouver un moyen de faire en sorte qu'il y ait du contenu on avait, je crois, 6 langues. Qui ait l'air un peu différent, mais qui soit intéressant et qui fasse grossir ses chaînes. Donc là, moi, c'était mon rôle. Qu'est-ce que je trouve comme stratégie alors que j'ai pas d'argent pour le faire? Comment je fais ça? Et donc là, j'ai été chercher, par exemple, on avait du contenu hyper intéressant parce que c'était ça qui était génial, c'est que j'avais du contenu permanent, frais, de qualité via nos rédacteurs en interne. Et du coup, on allait chercher des choses dans le print, les mettre sur les réseaux, essayer de réutiliser des aspects comme ça, créer des catégories qui se traduisent bien, qu'on puisse utiliser partout, etc. Voilà. Donc il y a le Covid à ce moment-là, oui, qui te permet de réfléchir, de prendre un peu de distance. Et là, je crois que c'est là où j'ai commencé à me dire un peu, le marketing, je commençais à avoir fait le tour, même si en vrai, j'avais pas vraiment fait le tour, on n'a jamais vraiment fait le tour, puis ça change tout le temps. Mais j'en avais un peu marre. Et là, j'ai commencé à regarder un peu tout ce qui était design d'intérieur, etc. Parce que c'était quelque chose que j'aimais beaucoup. J'ai toujours été quelqu'un, je pense, de créatif, de visuel. Même quand je bossais dans le marketing, c'était toujours la partie... marque, brand building, les couleurs, bosser avec notre graphiste, c'était ce que je préférais, tout ça, vraiment le visuel, les stands pour les salons, etc. Et en fait, je me suis tout de suite un peu découragée parce que la montagne est trop grosse, quoi. On regarde les formations, j'avais pas du tout envie de repartir sur genre un bachelor, un master. Non, pas possible, c'est trop gros, c'est trop compliqué, c'est trop cher, il y a des formations qui sont hyper chères. Ça rebute tout de suite et donc en fait après j'ai fermé la page. Je me suis dit je laisse ça de côté en fait, c'est pas possible, c'est pas pour moi. Donc ça a commencé comme ça. Ok. Et ensuite je suis tombée enceinte et j'ai eu ma fille. Et là, donc j'étais en congé maternité et je me suis dit, il faut que je change de boîte aussi. Il fallait que j'avais besoin de renouveau. Je me suis dit, voilà, prends ce temps-là, même si c'est pas vraiment du temps, contrairement à ce qu'on dit. Je déteste le mot congé maternité parce que je trouve que c'est
c'est faux, c'est pas un congé. C'est des gens qui n'ont pas eu d'enfant qui l'ont nommé, tu sais. Bah c'est ça, c'est vraiment pas un congé. Mais j'ai eu la chance d'avoir un conjoint qui m'a dit prends le temps qu'il te faut pour faire des choses pour toi aussi, parce que c'est un temps précieux qu'on a là d'avoir ce congé long. Et là, je me suis dit, je vais prendre une coach business pour faire un peu le point. Parce qu'en vrai, c'est le fouillis dans ma tête, je sais pas, j'ai des idées, mais en même temps, je n'ose pas. Et parfois, on a besoin qu'on nous tienne un tout petit peu la main. Et là, je me suis dit, c'est le moment. Et en fait, j'avais une amie qui avait rencontré une coach française qui s'appelle Marina aussi, qui est super. Et du coup, je me suis dit, je vais la contacter. Et on a fait quelques séances. Et là, elle m'a proposé de faire le Ikigai. Donc, ce concept japonais, là, pour... Dis-nous. Ouais, donc c'est un exercice finalement assez simple. On doit mettre sur papier 4 choses. Donc, il me semble qu'il y a ce que j'aime, ce que je sais faire, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi on peut me payer. Voilà. Et en fait, c'est hyper intéressant comme exercice parce que c'est très simple finalement. Mais quand on commence à mettre les choses sur papier, déjà qu'on aime bien, il y a toujours un peu des lignes qui se dessinent. Et ensuite de voir après ce qu'on sait faire aussi, ça se recoupe. Et en fait, c'est vrai qu'on est venu très vite à tout ce qui était design d'intérieur, décoration. Moi, j'adore chiner, etc. Et là, je me suis dit, bon, mince, c'est de retour. Ça me suit. Et donc là, je me suis dit, bon, j'avais l'impulsion de cette coach parce qu'en fait, elle est absolument géniale, cette Marina, parce qu'elle bosse beaucoup avec des femmes. Elle est très féministe. Elle adore motiver les femmes et les pousser dans leur retranchement. Et elle est très no bullshit, pas se laisser marcher sur les pieds. Et on arrive tout à faire plein de choses. Et je pense que même elle, en tant que coach, elle est très inspirante parce qu'elle est coach, mais elle est aussi prof de yoga. Et elle fait un peu les deux. Elle donne un peu cette porte ouverte sur en fait on peut faire plusieurs choses, on est plusieurs choses, voilà. Et en fait elle m'a dit mais tu sais regarde un peu les formations, il y a plusieurs formations aussi, t'es pas obligé de partir faire 3 ans d'études non payées, là il y a d'autres choses. Et donc là comme j'avais un peu une idée en tête sur quoi faire comme reconversion, je me suis dit là je vais regarder vraiment les formations qu'il y a. Et après j'ai fait le tri en fonction de ce qui me paraissait faisable. Donc, c'est-à-dire, j'avais une petite fille en bas âge, donc voilà, pas beaucoup de temps. Je savais qu'après, j'allais reprendre un boulot. Je voulais quelque chose qui soit pas hors de prix, que je puisse faire en ligne, de chez moi. Et voilà, et j'ai trouvé une formation qui me paraissait correspondre à tous ces critères. Donc, c'est ce que j'allais dire. En fait, tu as mis d'abord tes propres critères pour chercher la formation. Tu n'as pas fait l'inverse. Non, ouais. Tu vois, pour une fois, là, je me suis priorisée. Ouais. Comme quoi, le switch s'était fait. Mais là, j'avais déjà fait ma thérapie et j'avais déjà une façon de penser, je pense, qui était différente. Où je me suis dit, en fait, je pense aussi qu'on peut un peu tout apprendre. On a tendance à se stresser avec des diplômes, avec des... Je sais pas du tout pour dévaloriser les diplômes, mais pour le coup, des diplômes... j'ai pas eu l'impression que quand je me suis retrouvée mon premier jour en marketing, là, je savais rien faire. Mais vraiment, j'étais nulle. Donc, je me suis dit, bon, ça veut pas dire que c'est l'effet souhaité après une formation, pas du tout. Mais je trouve intéressant dans ces formations comme ça, parallèles, qui sont assez rapides. C'est du coup beaucoup plus professionnalisant. C'est toujours très concret parce qu'en fait, on n'a pas le temps. Les gens, c'est des professionnels, ils veulent apprendre vite et que ce soit efficace. Et j'ai trouvé ça... finalement plus professionnalisant que des masters où parfois on fait des choses... Alors c'est cool, ça nous ouvre un œil, on a fait des case studies en marketing, etc. On a développé un regard sur les produits, bon. Mais dans les faits, mon premier jour en marketing, je ne savais rien faire. Voilà. Donc là, je me suis dit, lâche un peu ce truc aussi du diplôme. Et je pense qu'en plus, avec tout ce qui se passe au niveau de l'IA, etc., tout ce qui est l'économie de la connaissance, ça va beaucoup changer et qu'il va y avoir pas mal de... Parce que tout le monde aura accès à beaucoup plus de choses, donc il y aura plein de gens qui vont apprendre par eux-mêmes. Je ne sais pas d'ailleurs comment les universités vont faire pour tenir le game là, dans tout ça. Voilà. Bah, ce qui est sûr, en tout cas, c'est que le côté professionnalisant, ça ne sera jamais perdu, à mon avis, et le côté de communication. Ce que je me disais, c'est finalement ce qui va faire la différence. Peu importe, tu peux avoir le meilleur texte écrit par une intelligence artificielle. Bah, quand tu es face à ton client, tu n'as pas forcément une intelligence artificielle déjà. Ou quand Enfin, il y a ce côté d'échange, il y a ce côté d'humanité, il y a ce côté d'expérience. Et l'expérience, bah, tu la gagnes
en ajoutant des années sur des années et de choses que tu as faites. Donc je suis assez d'accord, mais du coup, tu as pu trouver une formation qui correspondait à tes critères, dans lesquels finalement il n'y avait pas tes préjugés de base. Ouais. Et c'était une formation en plus qui était, j'ai quand même regardé qu'elle soit reconnue, cette KU, cette FU, un truc comme ça, voilà, la certification Führerschein Unterricht CFU. Voilà, et du coup j'avais au moins ça, parce que ça pour moi c'était important, que ce soit pas n'importe quelle formation non plus, et voilà. Et après, une fois que j'ai eu ça, je me suis dit bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je commence? Est-ce que je commence pas? Et en fait, en parallèle, on a acheté notre appartement à Berlin. Et je crois que ça s'est fait, j'arrive plus à savoir qu'est-ce qui s'est fait avant. Il me semble qu'on a acheté avant que je démarre la formation, mais ça m'a un peu mis le dernier petit coup de pied pour me lancer. Où je me suis dit, de toute façon, je fais la formation. Au pire, ça servira pour l'appartement. Et c'est tout. J'adore. On va pas trop se mouiller non plus. Et là, je me suis dit, bon, comme je commence cette rénovation et la formation, peut-être que je vais ouvrir un Instagram. Comme ça, au moins, je dois des comptes à quelqu'un. C'était un peu ça, de créer de devoir rendre des comptes à quelqu'un, en fait, à des followers. Au final, voilà, c'était pas... Mais c'était juste pour me dire, j'ai lancé quelque chose et les gens le savent. Et donc, j'ai commencé à documenter un peu ce qu'on faisait dans la rénovation. Tout doucement, j'étais hyper stressée de poster parce que je me disais, mais les gens vont se dire, c'est nul, ou les gens vont se dire... Je pensais tout, mais c'était... Je me bloquais toute seule, en fait. Mais c'était un très bon exercice parce que du coup, petit à petit, j'ai lâché aussi. Après, on regarde même plus si on a des likes, si on n'a pas de likes, c'est pas grave. On continue à poster, on fonce tête baissée. Et donc, c'était un super exercice. Et j'ai commencé comme ça à me dire, j'ai ça me construit une petite audience. D'un côté, voilà, ça montre qu'il se passe des choses. Et on verra après où ça m'amène. Et je fais la formation en parallèle. Et donc, voilà. Et ensuite, j'ai repris le boulot. Parce que le congé était terminé. Et oui. Et là, on n'avait pas tout à fait fini les travaux. C'était compliqué. On avait plein de problèmes avec la salle de bain. C'était vraiment la catastrophe. Le classique, on a eu vraiment des mauvais entrepreneurs sur la salle de bain. Et voilà. Et à ce moment-là, je savais que je changeais de boulot aussi parce que j'avais été... dans un processus de recrutement sur la fin de mon congé maternité. Mais j'avais fait ce qu'on appelle où on pouvait faire un mi-temps pendant quelques mois pour recommencer après le congé maternité, pouvoir faire tout ce qui était Eingewöhnung à la Kita, etc. Et voilà. Et en fait, après ces quelques mois, je savais que je changeais de boîte et je commençais un nouveau boulot à temps plein. Voilà. Bonne idée. Et alors, le premier jour toi, c'est quoi? Juste pour comprendre l'état d'esprit dans lequel tu t'es dit, c'est le côté de sécurité, c'est le côté tu te réserves quelque chose où tu connais, je pense que j'étais pas prête de toute façon à me lancer à ce moment-là parce que je m'étais dit je me lancerais à côté d'un boulot. Parce que l'aspect stress financier, c'est absolument ridicule parce qu'au final, on n'a pas le temps. Enfin, on peut pas être sur tous les fronts. Hein, c'est compliqué, quoi. Mais je m'étais dit, il faut que j'ai une sécurité financière. Et après, voilà. Donc, peut-être que je vais reprendre un nouveau boulot. Après, je réduirai mes heures et je me lancerai sur le côté. Je m'étais un peu dit ça. Et au final, en fait, déjà, c'était beaucoup parce que c'était un nouveau boulot et je passais au B2C. Donc déjà, c'était un peu la douche froide, c'était compliqué. C'était très digital. Et en plus, quand on a été pendant un an hors... il y a ChatGPT qui est arrivé pendant que j'étais en congé maternité. Donc on revient, on est là, wow, qu'est-ce qui s'est passé? Même si j'avais suivi, évidemment, mais de là, l'utiliser comme on l'utilise après en marketing, c'était voilà. Et puis tout ce qui se passe à chaque fois chez Google, pour tout ce qui est marketing digital, tous les 6 mois, ça change. Donc voilà. Et du coup, là, c'était challengeant. En plus, j'étais Head of Marketing à Allemagne. Donc, j'étais dans l'équipe allemande de cette boîte et j'étais la seule qui n'était pas allemande. Donc, c'était sport parce que je pense que je me disais, oh là là, mais pourquoi je suis là? Finalement, ils auraient dû prendre une Allemande alors que s'ils m'avaient choisi, c'était que j'avais ma place là. Mais c'était un peu... j'étais un peu perdue. En plus, quand on revient de congé maternité, je pense qu'on est un peu... ça fait beaucoup de choses qui se sont passées. Et puis, à côté de ça, il faut gérer le quotidien. Je commençais à 8h. Je prenais 30 minutes de pause le midi pour pouvoir partir à 16h30. Mais même en faisant ça, je ne pouvais pas fitter avec les horaires de la Kita.
Donc, c'était que mon conjoint qui faisait les allers et retours à l'Akita. Donc, il ne me voyait plus là-bas. Et j'avais l'impression d'être toujours sur mon vélo. Je me revois aller au bureau à vélo, repartir tous les jours et d'être vraiment... Et d'arriver à moitié sur le chantier parce que l'appartement n'était pas fini. Pendant un temps, on était encore dans notre location. Puis après, on a emménagé. Mais c'était vraiment beaucoup en même temps. Ouais. Et quand tu dis que le B2C, ça a été une douche froide, donc c'est business to customer, Ouais. c'est par rapport aux relations que tu avais? Enfin, c'est à quel niveau? C'était parce que du coup, le marketing était vraiment différent. C'est-à-dire que là, du coup, je travaillais pour une entreprise qui vendait des panneaux solaires à des particuliers. Donc en fait, on arrivait sur un site internet, on rentrait son code postal, on avait une offre clé en main pour avoir des panneaux installés chez soi. Donc nous, après, en marketing, derrière, c'était le sales funnel avec tous les leads qui rentraient, à quel moment on faisait quoi, de quelle chaîne ils arrivaient. Voilà. Donc c'était très, très, très sales focused, mais beaucoup moins... quand on était sur les salons, ça n'avait rien à voir. C'était pas du tout la même façon de vendre. Voilà. Et donc là, on était vraiment sur combien t'as rentré de leads dans le funnel, de quelle chaîne... qu'est-ce qu'on active, on faisait énormément de digital marketing, donc c'était des Google Ads à fond, voilà. Donc c'était, j'avais une équipe en Espagne qui me faisait les comptes rendus de ça et j'avais des tableaux de chiffres et des tableaux de chiffres et des tableaux de chiffres avec des dénominations plus obscures les unes que les autres parce que c'est un peu propre à chaque entreprise, etc. Beaucoup de jargon, c'était très start-up, donc très très rapide, etc. Et donc au début j'étais là, wow, attendez, il faut que je me mette dans le business. Moi j'arrive d'un média qui a un vieux magazine papier. Enfin, vraiment, le changement était costaud. Mais je pense aussi que c'était pour ça que j'étais là, parce que j'arrivais avec des lunettes différentes. J'arrivais, et puis je connaissais du coup les acteurs aussi du marché. Tous les gens qui vendent des panneaux solaires, etc. Toutes ces entreprises-là, je les connaissais. Je connaissais le réseau du solaire. Et la bascule, c'est à quel moment ? Eh ben, j'ai eu la chance de perdre mon travail. On a le droit de dire ça ? Bah oui. Non, en fait, j'étais en période d'essai pendant 6 mois, comme c'est standard en Allemagne. Et en fait, il y a eu des coupures budgétaires. On m'a d'abord proposé une promotion, c'est ça qui était dingue. On m'a proposé une promotion de prendre, mais qui était aussi liée à une coupure budgétaire. Donc je sentais un peu le vent tourner. Je savais que là, c'était bien, mais ça allait pas durer longtemps. On m'a proposé de prendre du coup la région d'Ar sous mon aile. Et au final, on m'a dit en fait non, il y a eu encore plus de coupures budgétaires, donc en fait tu t'en vas aussi. Et là je me suis dit, bon. Et ben écoutez, c'est pas mal du tout cette histoire. Alors juste pour comprendre, dans ce genre de cas, donc c'est une, comment on appelle ça, une Kündigung, une résiliation de contrat de période d'essai pour des raisons économiques. Ouais. T'as le droit au chômage, t'as le droit à des indemnités, ça se passe comment ? T'as pas le droit des indemnités parce que du coup moi à 2 semaines près j'étais hors de ta période d'essai. Et en fait, là, voilà, ouais. Donc là, tu as le droit à 0 indemnité, mais tu as le droit au chômage. Et je crois qu'ils ont été très sympas. J'ai eu droit à 1 mois de plus parce qu'ils m'ont payé 1 mois de garden leave, en gros, pour être sympa. Et après, j'ai eu droit au chômage. Donc en fait, quand j'ai su que j'avais droit au chômage, je me suis dit, OK, donc en fait, c'est peut-être là qu'il faut faire quelque chose. Parce que du coup, entre-temps, j'avais complètement laissé tomber la formation. Parce que j'avais plus le temps. J'avais fait, je sais plus, je crois que j'avais 12 modules. J'étais corrigée à chaque fois par une tutrice. Et je pense que j'avais dû en faire 7. Et la fin, je pouvais pas faire avec ça, j'arrivais pas. J'avais plus l'espace mental. Je rentrais le soir, je voulais juste être avec ma fille et profiter. Puis j'étais super fatiguée, donc je me couchais tôt. Je repartais le lendemain. En plus, c'était l'époque où elle dormait pas encore hyper bien. Donc l'été, elle se levait à 5h40. Donc moi, quand j'arrivais à 8h au bureau, j'avais l'impression qu'il était 14h. Mes collègues arrivaient, j'étais là, salut, moi je suis hyper fraîche, j'ai fait du vélo, je suis debout depuis 5h40. Voilà, donc à ce moment-là, je me suis dit, bon c'est pas mal cette histoire de chômage. Et en fait, j'ai eu de la chance aussi parce que quand je suis allée au Pôle emploi, chez France Emploi, je crois qu'ils disent maintenant en France, il faut que j'arrête de dire des mots anciens. Donc au Arbeitsamt à Berlin. L'allemand du coup. Ouais. J'ai eu une super Beraterin qui était très relaxe. Elle m'a dit, prenez votre temps, pas de stress, parce que du coup, j'étais perdue. Et en plus, ça avait fait un peu de bruit qu'ils avaient viré quand même 50% du staff, donc ça s'était entendu dans le solaire. Donc j'avais reçu des petits messages pour des propositions d'entretien, et j'ai passé un entretien ou 2.
Puis j'étais pas convaincue, quoi. J'avais pas la flamme, la flamme était plus là. Et là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais, quoi. Et en discutant avec ma bératorine, justement, elle m'avait dit, mais si jamais vous pensez vous mettre en freelance, parce qu'on pensait peut-être à du freelance en marketing, elle m'avait dit, vous savez, il y a un programme, ça s'appelle le Grüner Zuschuss, voilà, donc c'est une espèce de bourse pour les entrepreneurs, etc. Donc j'avais un peu ça dans un coin de ma tête. Et après, je crois que la bascule s'est faite. Donc j'écoutais beaucoup de podcasts à ce moment-là, parce que ça me faisait vraiment du bien. Enfin, j'en écoute toujours beaucoup, mais là, particulièrement, ça m'aidait un peu à réfléchir. Et j'étais aussi allée voir ma psy qui m'avait dit et pourquoi vous allez à des entretiens où vous savez que vous n'avez pas envie d'aller dans le job. J'étais là, parce qu'ils m'ont contactée. Du coup, elle m'a dit, mais vous savez, c'est à vous de prendre la décision. Enfin, c'est vous qui choisissez. En fait, c'est à vous de choisir. C'est pas à vous de... Parce que c'est flatteur et que c'est chouette et que vous avez des demandes. Si en fait, ça vous intéresse pas, vous n'êtes pas obligé de dire oui. Mais c'est vrai qu'on fonctionne souvent avec la peur de se dire si jamais j'ai plus rien, et si j'ai plus de travail, et si personne me contacte. Et du coup, quand on a des contacts, on se dit, allez, il faut absolument que je le fasse. Et donc déjà, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et ensuite, j'avais écouté un épisode du podcast de Lorraine Bastide avec donc Folie douce avec Charlotte Lebon. Et Charlotte Lebon disait le meilleur conseil qu'elle ait eu de ses parents, c'était de « Qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur ?» Et ça m'était resté un peu cette phrase, parce que je me suis dit... En vrai, si j'avais pas peur, j'attendrais pas. Parce que là, je me disais encore, je vais reprendre un job en marketing et peut-être qu'après, je réduirai mes heures et peut-être qu'après... Enfin, je reportais toujours, en fait. Et je me suis dit, qu'est-ce qui m'empêche de le faire maintenant ? Et en fait, il n'y avait pas grand-chose qui m'empêchait de le faire maintenant. Donc là, je me suis dit, tu finis ta formation. Donc là, je me suis mis un énorme coup de collier. J'ai été hyper vite, du coup, pour finir ça. J'ai eu le diplôme, etc. Et ensuite, je me suis dit, je vais faire préparer pour ce Grüner Zuschuss parce que du coup, il faut préparer un business plan. Donc là, j'ai bossé à fond sur mon business plan. J'ai tout fait toute seule. Et puis, j'ai bossé sur mon site, sur mes process. J'ai commencé aussi à mieux réalimenter mon Insta parce que du coup, c'était très irrégulier. J'étais toujours un peu gênée, je le suis toujours, j'aime pas trop me mettre en avant sur Instagram, mais ça fait partie du jeu. Et voilà, et en fait, là après, je me suis dit, maintenant, c'est ça mon objectif. Donc à ce moment-là, tu n'avais pas encore eu de clients ? Non. Tu n'avais pas encore testé, tu avais testé chez toi ? Ouais, j'avais testé chez moi. J'avais testé chez moi. J'avais des demandes un peu d'amis. Okay. Qui me demandaient un peu des conseils, qui m'avaient dit du coup tu nous prendras quand tu commenceras. Voilà, donc je m'étais un peu entraînée et c'est ça qui m'a permis de mettre en place tous mes process, c'est-à-dire que j'ai commencé avec des amis ou des amis d'amis et là j'ai commencé après à faire les choses de manière plus professionnelle et puis comme j'avais fini la formation, j'avais vraiment une idée de ce qui est attendu dans ce business-là, etc. J'avais des bases vraiment techniques qu'il me fallait, voilà, qui me manquaient. C'est ce que j'ai demandé, comment est-ce que tu avais déterminé ton offre du coup ? Tu veux dire sur mon site en règle générale ou ouais. Là, j'ai regardé, j'ai poncé Internet, vraiment, en France, en Allemagne, pas mal en France finalement, parce que c'est vrai que je suis beaucoup de comptes français. J'ai regardé un peu ce qui se faisait. J'avais envie de quelque chose d'assez simple à comprendre. Je sais qu'en design, je sais pas si c'est une erreur de ma part, mais c'est un parti pris en tout cas. J'affiche mes prix sur mon site. Je sais très précis ce qu'il va y avoir à la fin. J'avais envie de quelque chose de clair, simple à comprendre. Donc là, je me suis dit, ça serait bien d'avoir 3 packages différents. Un vraiment juste de consulting où il n'y a pas de livrable, c'est simple. J'étudie évidemment tout ce que les plans qu'on me donne, etc. J'arrive, je donne des conseils, j'amène des échantillons, etc. Mais c'est une consultation comme ça. Après, j'ai un package un peu plus développé où il y a un plan 2D. C'est vraiment tout un fichier, une page, mais où il y a beaucoup de détails, etc. en fonction des besoins des clients. Et après, j'ai fait quelque chose de beaucoup plus gros, ce que j'avais fait plus dans les cours de design, mais qui du coup est forcément en termes de prix plus élevé, où c'est vraiment un vrai package de design avec la lumière, les plans 2D, les visuels 3D, voilà. Et tout ça peut éventuellement déboucher sur un projet complet où après, soit je passe les commandes, soit je fais du project management pour vérifier que d'un point de vue esthétique, tout est en ordre. Voilà. Tu t'es fait un persona ? Tu sais, genre, quel est ton client cible ? Ouais. Pour les personnes qui nous écoutent ? Oui, des formations professionnelles.
Donc j'avais fait un persona, mais au final, je me rends compte qu'il est pas bon du tout, mon persona. Et que finalement, la clientèle que j'ai, c'est pas ce persona-là. Alors, donc c'est tu marrant. t'adresses à qui ? Je m'adresse, je pense que là, pour le coup, plutôt une clientèle internationale, aussi francophone. C'est vrai que là, les premiers clients que j'ai eus, c'était des Français. Des gens qui ont envie de rendre leur intérieur beau, chaleureux, agréable, qui soit optimisé. Voilà, je dirais que c'est ça. Plutôt des gens qui... des expatriés à Berlin, a priori, plutôt, de ce que j'ai vu pour le début, là. Tu nous as parlé de tes 3 œuvres différentes. Ouais. Toi, tu vois comment ta mission ? C'est un aspect esthétique, tu parlais, ou c'est d'amener des conseils ? Ce que j'adore dans ce travail, dans ce métier, c'est vraiment le côté hyper intime. C'est-à-dire qu'on rentre chez les gens, on arrive, on est là, bonjour, je suis chez vous, donc on nous montre un espace, c'est hyper privilégié comme connexion, et je crois que c'était ça que j'avais vraiment envie d'avoir avec cette reconversion aussi, et ce qui était ressorti pas mal dans le Ikigai. Moi, je suis pas à l'aise dans les meetings corporate là, avec plein de gens, c'est pas du tout ce que j'aime faire. Moi, j'aime les relations intenses en one-to-one, et du coup, ça, je l'ai complètement quand je vais chez les gens. Voilà, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais... Quel était ce que toi, tu leur as apporté ? Ou c'est quoi ton travail ? Ouais, c'est d'apporter... je pense que c'est d'apporter du beau, de la joie et du confort. Et là, typiquement, quand je repense aux clients que j'ai eus, là, qui étaient absolument géniaux, il y a eu un vrai fit de personnalité, et du coup, c'était super chouette quand j'allais chez eux et de voir après qu'ils étaient super contents parce qu'on leur amenait des idées, des choses auxquelles ils n'auraient pas du tout pensé. Ils disaient « Ah ouais, mais c'est hyper malin, mais ça, j'aurais pas du tout fait ça comme ça. » Ou alors, ils m'ont dit... En fait, il y a beaucoup de choses... C'est beaucoup de psychologie, finalement. On repart pas mal sur le marketing aussi, d'essayer de comprendre vraiment le besoin du client. Et ils m'ont dit non, on veut pas peindre à la base, etc. Et en fait, quand je leur ai fait le concept, je leur ai mis de la peinture partout. Et en fait, ils ont adoré. Et je me suis rendu compte, parce que je m'étais rendu compte en discutant avec eux, que c'était pas un problème de peinture. Et voilà, et ça vraiment, je pense que c'est ça que j'essaie d'apporter, de vraiment comprendre les besoins des gens, de comment ils vivent, et de faire en sorte que chez eux, ils se sentent encore mieux qu'avant, et qu'ils aient l'impression d'avoir quelque chose de beau et d'agréable. Ok, mais c'est intéressant parce que tu vois, comme les gens qui font comment on appelle ça, du conseil de styling. Oui. Tu vois, tu te dis, mettre des vêtements, meubler mon appartement, décorer mon appartement, a priori, je n'ai pas besoin d'un point de vue extérieur. Et dès que tu rencontres quelqu'un qui va t'ouvrir de nouveaux horizons, en plus, en étant capable de capter des choses que toi, tu ne te rends pas compte que tu transmets, ça change beaucoup en plus. Parce que comme tu disais, tu rentres dans l'intimité des gens, ils te font des retours après coup. Genre, parce que c'est sur le temps long, en plus, j'imagine. C'est ça. Et là, c'était un couple de Parisiens qui emménageaient à Berlin il y a quelques années. Ils n'avaient pas envie de faire des gros travaux. Et en fait, on peut faire déjà plein de choses, même sans faire des travaux. Et juste avoir un concept cohérent. Et c'était vraiment super de bosser avec eux. J'ai adoré être chez eux, discuter, essayer de comprendre, voir où est-ce que ça bloquait, qu'est-ce qu'ils voulaient absolument changer, en fait. Et alors toi, ça va de où à où ? Parce que tu détruis pas des murs, tu fais la décoration de meubles, tu fais la peinture, c'est... Ouais, alors c'est marrant, j'ai re-regardé un peu des définitions parce que c'est vrai que c'est toujours très flou pour tout le monde. Tout ce qui est Innenarchitekten, donc en Allemagne, donc les Innenarchitekten, elles sont dans une chambre des architectes, elles font partie d'une chambre, elles ont le droit de concevoir des choses qui ont attrait à tout ce qui est structure, même si au final il y a plein de choses où il faut un statiqueur, c'est compliqué, etc. Après, tu as la différence entre le designer d'intérieur et la décoratrice. Alors moi, j'ai tendance à me définir en tant que décoratrice en français parce que je trouve que ça simplifie et que les gens, c'est plus parlant pour les gens. Mais en réalité, j'ai des compétences de designer d'intérieur parce que j'ai une formation en design d'espace et en aménagement, en fait. Donc c'est un peu différent. Du coup, je fais tout ce qui est aménagement, pour que les flux de circulation soient agréables, que tout soit agréable dans la circulation dans l'appartement, ameublement, couleurs, donc vraiment créer un ensemble de couleurs pour l'appartement et pour les pièces, et puis tout ce qui va être décoration, les rideaux, les choses un peu plus
un peu plus dans le détail. Voilà. Mais ça dépend aussi des clients. Je suis assez flexible là-dessus en fonction de ce qu'ils veulent faire. C'est ce que j'allais te demander, parce que tu as des clients qui disent peut-être j'ai envie de le faire avec quelqu'un, mais j'ai envie d'être dedans. Comment tu gères l'implication du client que tu as en face de toi ? J'ai préparé pas mal de process en fait. J'ai un formulaire client qui est assez complet où je demande directement à quel point les gens veulent être impliqués dans le processus de création. Ouais. C'est malin. Et du coup, c'est vrai que c'est très clair. Et c'est intéressant aussi de savoir qui prend la décision. Donc, parfois, il y a des gens qui sont là, c'est plus moi, mais en même temps, mon conjoint doit être absolument impliqué. Ou alors, mon conjoint, ça n'intéresse pas. Ou voilà. Et donc ça, j'ai un peu cadré tout ça pour être sûre que je réponde bien aux besoins des gens à ce niveau-là. Ah oui, c'est marrant, tu vas jusqu'à leur intimité de couple dans leur fonctionnement, c'est ça ? De toute façon, tu le sens un peu, mais je trouve que c'est important de demander qui décide, en fait, avec qui je suis Auftraggeberin sur le projet, quoi. Ok, ouais. C'est intéressant. Ouais. Est-ce que juste, tu parlais du Gründerzuschuss, du fait que tu avais fait déjà des projets pour plusieurs personnes, tu peux nous donner un peu une idée de, par exemple, tu t'étais dit, je me planifie un nombre de mois où je peux survivre avec le Gründerzuschuss, ou alors comment tu planifies ce côté-là quand tu es seule en plus ? C'est une bonne question. En fait, ça s'est fait un peu de manière organique dans le sens où le Gründerzuschuss, pour l'avoir, il faut qu'il te reste 150 jours de chômage. Donc en fait, déjà, j'avais cette deadline en fait. C'est clair. Donc en fait, tu sais qu'il faut qu'il te reste au moins 5 mois de chômage à peu près. Donc je savais que il fallait que ce soit prêt avant et du coup c'est ça qui a un peu qui m'a permis de gérer mon temps en fait, c'est-à-dire que je me suis dit jusqu'à cette date là, enfin du moins il fallait que j'ai rendu les papiers avant, etc., mais jusqu'à cette date là je peux préparer, je peux fignoler, faire tous mes trucs. Et à un moment, ça va être live. Mais ce qui était très vertigineux, c'est que le jour où j'ai fait l'annonce, donc c'était le 5 mai, que j'annonçais parce que j'étais officiellement en freelance, j'avais fait ma demande auprès du Finanzamt, etc. Je ne savais pas encore si j'avais le Gründerzuschuss. Parce qu'il leur faut du temps pour regarder ton dossier et que j'avais mis du temps à l'envoyer sur la fin, etc. Et du coup, c'était très vertigineux parce que je me disais, là, je l'annonce, je mets mon mot sur LinkedIn, ça y est, c'est parti. Et en fait, si j'ai pas le Gründerzuschuss, ça va être très compliqué. Et après, on a 6 mois avec le Gründerzuschuss. Donc ça, c'est chouette parce que ça permet de démarrer, de voir comment ça fonctionne, est-ce que ça plaît, de même soit continuer à se former en parallèle, etc. Enfin, de vraiment se lancer en ayant ce filet de sécurité quand même. Et alors, les premiers jours, les premiers mois, les premières semaines ? Très, très flippant. Vraiment. C'était vraiment cette sensation d'être sur un précipice, là, quand j'ai fait mon mot sur LinkedIn, pardon. Là, pour le coup, je me disais, mais c'est pas possible. J'écris ce truc, je sais même pas si j'ai cette bourse. Si ça se trouve, je vais me faire un bid, personne va liker mon message. Enfin, tu vois, tout est très... C'est énorme en fait parce qu'on change de métier. Moi j'ai mon réseau sur LinkedIn, c'est que du solaire. Donc j'arrive, je suis là, ouais, salut, je pars dans un chemin de traverse. Mais j'avais trouvé une petite accroche qui je pense m'a bien aidée. C'est qu'en fait c'était la semaine où tout le monde allait au plus gros event du solaire. C'était la semaine où tout le monde allait à Intersolar et j'avais commencé par ça en disant pendant que tout le monde va à Intersolar. Et du coup je crois que ça fait réagir pas mal de collègues de la branche, donc voilà. Et puis après, en fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'avais trouvé mes premiers clients avant de commencer, qui m'attendaient en fait. Donc j'ai eu vraiment de la chance. C'est quelqu'un qui avait mis un mot sur les berlineuses, voilà. Et je l'avais contacté. Je m'étais dit, ah là là, mais moi c'est trop tôt, j'ai pas fini ma préparation. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'écris ? Est-ce que j'écris pas ? Et je lui avais dit, écoute, voilà mon Instagram. Si le style te parle, parce qu'en fait, je pense que c'est aussi important qu'il y ait un fit au niveau du style, parce que si tu accroches pas, ça va pas le faire. Parce que évidemment qu'on est là pour servir le client et que je m'adapte totalement à leur goût, etc. Mais il y a une patte qu'ils viennent chercher, il y a un style qu'ils viennent chercher et c'est important que ça leur plaise. Et du coup, cette cliente m'a dit on veut bosser avec toi, tu nous dis quand tu démarres. Et du coup, il m'attendait. Et ça, c'était génial. Du coup, j'avais pas trop le temps de réfléchir parce que je savais que je commençais direct. Voilà. Et du coup, j'ai fixé un rendez-vous avec eux peut-être 3 jours après pour me dire c'est parti, quoi, go, ferme les yeux. Et ça paraissait incroyable parce que je me disais mais c'est pas possible que je puisse être payée pour faire ce que j'adore faire. Ça me paraissait surréaliste. Et en même temps, je me suis dit en fait, pourquoi pas après tout ? Pourquoi pas ? Voilà.
Et là, j'ai commencé à ce moment-là. Ce qui était aussi super mignon, c'est que j'ai eu quelques messages de femmes, notamment sur les réseaux, qui m'ont dit ah, je rêverais de faire ça. C'est hyper inspirant, mais j'oserais jamais, ou je sais pas trop par quel bout l'attraper, etc. Et je me suis dit, en fait, c'est fou, il y a plein de gens qui ont des envies et qui osent pas, en fait. Et je sais plus où j'entendais ça l'autre fois, ça m'a beaucoup parlé. Quelqu'un qui disait, on n'a pas besoin de plus de skills ou de compétences. En fait, on a tous un peu en nous des choses qui nous font vibrer, des choses qui nous animent, ou on a un peu un don, quelque chose qui un peu différent. Et en fait, si on creuse ça et qu'on se sert de ça, et c'est tout le concept de l'ikigai d'ailleurs aussi, de trouver son why un peu, et ben finalement, on a déjà une plus-value à apporter. Et si on faisait tous ça, la société, tout le monde serait un peu spécialiste de sa spécialité, sans vouloir faire... je trouve que parfois, on est trop formaté, notamment avec l'école, etc., à vouloir faire des métiers pour avoir une situation stable. Il faut faire ça, j'étudie ça parce que j'ai eu des bonnes notes à l'école, etc., etc. Et quand on se pose pas forcément toujours trop la question de est-ce que je suis faite pour ça, est-ce que c'est ça qui m'anime, est-ce que c'est ça que je veux faire, est-ce que quand je fais ça, j'ai l'impression que ça bouillonne, j'ai plein d'idées, voilà. Et là, c'était revenir un peu à ça, de mon côté. Et donc, tu as eu ces premiers clients. Ouais. T'as eu ça se passe comment après? Tu te mets toi-même dans un rythme? Ouais, alors là, c'est pareil, j'ai créé mes process, en fait. Je me suis beaucoup renseignée, je screenshot énormément de choses que font toutes les designers d'intérieur, architectes d'intérieur, décoratrices d'intérieur. J'essaie de voir un peu les process, etc. Puis, il y a pas mal de gens qui ont lancé des business de conseils pour les designers d'intérieur. Donc, il y a pas mal de choses à trouver aussi sur le net, sur comment mettre ces process en place. Moi, ce que je fais, c'est que généralement, on me contacte via mon formulaire de contact, ou après sur Instagram, j'ai eu des contacts aussi, ou via Facebook. Donc, en fait, il y a plusieurs voies. Mais la voie, on va dire, choisie, c'est plutôt sur le formulaire de contact, parce qu'il y a déjà un peu des questions. Je peux déjà un peu plus cibler les besoins. Ensuite, on se met d'accord sur le type d'offre. Et ensuite, je prévois tout de suite un rendez-vous et je vais chez les gens. Je prends le temps. Je prends généralement, ça dépend un peu des prestations, mais généralement entre 1 heure, 1 heure et demie. Là, je suis restée même 2 heures. On a vraiment papoté pendant longtemps. Et ensuite, je démarre. Et je démarre la phase 1. Donc là, c'était une grosse prestation. Donc, je fais d'abord tout ce qui est aménagement au sol. Et puis, proposer 2 directions de design. Et là, on me dit, écoute, on partirait plutôt sur ça ou plutôt sur ça. Et ensuite, donc là, je fais un petit call où on discute des choix des clients. Et à ce moment-là, je passe à la phase 2 où là, je vais beaucoup plus dans le détail. Je commence à faire des mood boards, à faire vraiment tout ce qu'il y a à faire pour les couleurs, etc. Et à la fin, les gens repartent avec une grosse shopping list, avec toutes les infos, des visuels, pour vraiment pouvoir se projeter. Des grosses... à la fin, j'avais une présentation de 60 pages. Enfin, c'est un gros dossier, quoi. Tu peux vraiment bien l'utiliser. Ouais, c'est ce que tu expliquais, c'est que toi, tu intervenais vraiment dans la phase de conception. Ouais. Et la phase d'exécution, tu le prends en tant que project manager. Voilà, c'est ça. En gros, après, c'est plus... Et puis, c'est pour la partie esthétique. Tout ce qui est technique reste dans les mains des personnes qui exécutent la technique. Voilà. Mais je travaille avec un entrepreneur en particulier qui est un peu tout corps de métier, donc c'est très bien parce qu'on s'entend très bien. Et du coup, c'est lui qui gère cette partie-là pour les projets plus gros. Okay. Voilà. Tu parlais de ta patte. C'est quoi ta patte? C'est difficile un peu à décrire, mais je pense que j'ai un style très français quand même. C'est ce qui m'a été aussi dit par mes clients, le retour qu'on m'a fait, assez simple, sobre, mais avec des touches. Par exemple, moi j'aime beaucoup tous les designs marocains, des tapis en laine, des matières naturelles, du lin, du marbre, du travertin. C'est quand même une esthétique très française. Donc, j'ai un côté aussi très bohème avec beaucoup de rotin. Chez moi, il y a beaucoup de rotin, de la palme. Voilà. Petite touche un peu de maison de campagne aussi, quoi. J'aime bien, j'aime le bois, voilà. Je pense que c'est ça un peu ma patte si je devais la décrire. Et toi, tu travailles comment tes inspirations? Tu as dit que tu faisais beaucoup de screenshots pour ce qui concernait les process. Ouais. Mais tu parlais aussi des moodboards que tu faisais pour les clients. Tu passes tout le temps à regarder des images, en fait? J'ai toujours adoré les magazines. Du coup, j'ai des abonnements de magazines de design, de déco depuis des années. Donc ça m'inspire beaucoup.
Et alors, juste physique que tu reçois à la maison? Ouais, que je tu les reçois à la maison. découpes, tu fais... Non, je les regarde et parfois je prends des photos pour les avoir sur mon téléphone. Je fais des screenshots sur Instagram, parce que c'est vrai que sur Instagram, il y a quand même déjà beaucoup de choses. Pinterest, beaucoup de Pinterest, des couleurs dans la rue, des couleurs sur une expo, des couleurs sur quelqu'un qui s'est habillé avec un mélange de couleurs. C'est assez multiple au final. Mais c'est vrai qu'il faut toujours rester dans ce jus d'inspiration, quoi. Toujours essayer de retrouver de la matière. Voilà. Là, tu disais que tu travaillais beaucoup avec les particuliers. Tu as des idées, tu as des rêves de faire avec des personnes, comment on dit, des entreprises, des professionnels, merci. Des professionnels. Est-ce que, par exemple, tu parlais de décoratrice, de faire... je la salue, mais j'ai une copine qui fait de la décoration de cinéma. Ah oui. Et tu vois qu'il y a une esthétique très particulière qui rentre dans certains films de science-fiction en particulier et tout. Est-ce que toi, tu as des envies, des rêves comme ça? Moi, j'aime bien l'aspect bosser avec les particuliers. Vraiment, j'aime bien ce côté rencontre avec les gens, parce que j'ai l'impression qu'il y a une connexion qui se fait, qu'on rentre dans un univers. Et ça me plaît beaucoup. Donc, je suis plutôt partie pour ça. Après, d'autres projets qui me plaisent. Le home staging, j'aime bien. Ah oui, alors, c'est ce que je voulais te demander, merci. Le home staging, c'est pour les gens qui veulent louer, c'est ça? C'est plutôt, par exemple, pour des agences immobilières qui veulent mettre en valeur un bien avant de le vendre et qui, du coup, ont besoin que... là, on a un œil BAO typiquement pour les immeubles neufs. C'est vrai que quand tu les vois, c'est des boîtes un peu carrées. En béton. Voilà, c'est pas hyper attrayant. Donc là, en home staging, tu fais en sorte de mettre un lit, de mettre des coussins, de vraiment décorer pour que ça ait l'air... plus agréable pour les clients potentiels. Et c'est en digital ou c'est en vrai? En vrai. Il y a Oui. des gens qui font ça. Ouais. Et ça, je trouve ça top. Ou tout ce qui est set design aussi, je trouve ça bien pour de la publicité, de vraiment faire des décorations pour des sets de pub, etc. Un peu plus, du coup, entre le marketing et ça me dirait aussi de faire ça. Mais c'est vrai que j'ai pas de plan, encore une fois. C'est ça se fera, le fil se déroule petit à petit, en fonction. Et tu t'adresses à des clients internationaux, je veux dire, dans d'autres pays que juste l'Allemagne? Plutôt en Allemagne. Après, je suis pas fermée à bosser pour des clients ailleurs. Après, c'est juste que c'est difficile, je pense, d'amener la même qualité d'échange. Même si, ça dépend un peu du projet, mais c'est sûr que c'est plus simple quand on se rencontre et quand on se voit, parce que on a beau faire des formulaires et il y a des choses qu'on capte en étant chez les gens, c'est sûr. Mais pour des petits projets ou du consulting, etc., je trouve que c'est intéressant aussi de le faire à distance. On peut faire pas mal de choses. Ok, donc il y a pas, a priori, tu reviens pas sur l'idée de voyager tout le temps pour être dans notre endroit. Non, je reste à Berlin. Tu parlais aussi des meubles que tu chinais. Ouais. C'est le côté inspiration ou c'est aussi dans le service que tu proposes? Alors justement, c'était ça qui était intéressant. Tu parlais de ma pâte tout à l'heure et c'est ça aussi que j'aurais dû rajouter. Il y a le côté un peu vintage aussi chez moi qui revient beaucoup, et notamment ces clients-là qui sont venus tout de suite vers moi m'ont dit c'est aussi parce qu'on a vu que vous utilisiez beaucoup de meubles vintage. Et du coup, ça, j'ai des partenariats avec des professionnels qui vendent des meubles vintage, des meubles chinés, et je les propose aussi dans les shopping lists, etc., pour que les gens aient des meubles qui ont beaucoup de charme, je trouve, et qui sont un peu uniques. Voilà. C'est ce que je voulais te demander sur le côté. Est-ce que tu as un réseau de partenaires aussi avec lesquels tu travailles en privilégié, où tu proposes leurs meubles, ou comment ça fonctionne? Ouais, c'est en cours d'élaboration, mais c'est vrai que j'ai déjà quelques partenaires qui vendent de manière professionnelle des meubles chinés, et avec qui j'ai du coup des réductions, etc. Voilà, je commence avec ça pour l'instant. C'est vrai que c'est top, parce que je trouve que ça change complètement à l'intérieur. Et on voit pas ça chez tout le monde, et puis ça sera forcément une pièce unique. Oui, en plus. Voilà. Mais c'est vrai que moi aussi, pour l'inspiration, je vais très souvent aux puces. Les week-ends, j'adore aussi tout ce qui est vaisselle. J'ai énormément de vieilles vaisselles de mon arrière-grand-mère, des choses comme ça. Ça m'inspire beaucoup de voir tous ces meubles anciens. Donc dans ton service, tu proposes aussi le vaisselle, coutellerie, ce genre de choses? Je peux aller jusque-là. Mais pour l'instant, j'ai pas eu à le faire. Les plats. Attends,
Moi, les vases et les plats, je trouve que c'est pas un sujet facile, moi, je trouve. Non, mais j'adore par exemple la céramique parce que je trouve que c'est des choses c'est des pièces uniques, ça va donner énormément d'âme à une cuisine. Et si je travaille sur une cuisine, c'est sûr que je vais arriver avec des propositions de céramike parce que je peux pas faire autrement. Je vais pas proposer des verres Ikea. Enfin, voilà. Je pense que ça dépend un peu du scope du projet. Ce que je voulais te demander aussi, c'est si tu t'étais entourée avec d'autres architectes, designers, tu vois, est-ce que tu fais partie de réseaux à Berlin là-dedans? Non, pas trop. C'est ce qu'il faut que je fasse d'ailleurs. Non, pour l'instant, pas vraiment. C'est tellement nouveau et j'ai tellement été le nez sur le guidon à préparer tout ça que j'ai fait un peu tout toute seule. Donc il faut vraiment que je m'entoure un peu plus. Tu l'as appelé Atelier Ramin. Pourquoi atelier? Est-ce que tu as la vision un jour d'avoir aussi un studio de présentation, de pouvoir montrer? Ça va jusqu'où? J'aimais bien l'aspect atelier parce que pour cet aspect manuel, c'est justement un peu ce qui, je pense, représente un peu ma patte, les matériaux nobles, etc. Et en vrai, mon rêve, ça serait d'avoir un petit showroom un jour avec pas mal de choses chinées que je pour peux les vendre, pour les mettre à disposition dans les projets. Mais du coup, travailler avec moi mon stock que j'achète au préalable quand je chine. Et voilà, ça serait top. J'adore. Tu les gardes chez toi pour l'instant? Pour l'instant, j'en achète pas trop parce que je pense que j'aurais des personnes qui se plaindraient à la maison. Mais ça pour moi, ça serait génial de pouvoir, en fait, quand je chine, de directement le garder chez moi dans mon stock et dire, voilà, là, on est sur ce projet. Je pense que ça, c'est exactement ce qu'il faut pour ce projet-là. Et je l'ai déjà en stock. Ça, j'adorerais pouvoir faire ça, avoir un peu d'espace, voilà. Mais on verra. Ouais, c'est ouf. Et je voulais te demander par rapport à ça, par rapport aux autres... Attends, j'ai perdu ma question. Qu'est-ce que je voulais te demander? Tu disais que tu avais les personnes qui t'entouraient, le côté d'atelier. Tu veux en faire un... Tu vas aller... je sais que tu n'as pas de plan, mais tu vas aller en faire un média. Tu vois, c'est une bonne question. Parce que je trouve qu'il y a vraiment ce côté... Comment est-ce que tu transmets ou une vision ou une patte ou ce genre de choses? Donc le studio, c'est un peu la concrétisation physique. Et avant d'aller jusque-là, c'est... Ouais, c'est une bonne question. Je me posais beaucoup la question là sur le blog qui serait un peu le premier pas vers un média, etc. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est tellement chronophage de faire tout ça toute seule que du coup, je me suis dit, bon, peut-être pas maintenant. En fait, là, j'essaie vraiment de me concentrer sur ce qu'il faut absolument faire. Parce qu'en plus, on a eu des problèmes de Kita, voilà, tous les aléas d'être parent d'une petite fille. Et c'est vrai que j'ai pas encore pu me poser là-dessus. Mais j'y pense, j'y pense. Et puis là, pour l'instant, la priorité, c'est plus de soigner Instagram le mieux que je peux. Et après, pourquoi pas. Ok, génial. Comment ta vie a changé depuis? Ah, c'est une bonne question. Je dirais pas tant que ça, finalement. Enfin, pas depuis que j'ai commencé à préparer le business. Parce que du coup, à ce moment-là, je me suis dit, ça y est, là, je fais vraiment les choses pour moi, en fait. C'est ça que j'ai trouvé génial. De continuer à faire ma petite tambouille, ma préparation, etc. Mais cette fois-ci, que ce soit pour moi. C'est aussi très flippant parce que du coup, on est absolument responsable de tout ce qu'on fait, tout ce qu'on gagne, etc. On n'a pas de filet, etc. Mais c'est assez énergisant. Donc ça, je dirais que c'est ça, là, d'avoir l'impression que je peux impulser, que toutes les idées que j'ai, je peux les mettre en place, que ça dépend que de moi, au final, entre guillemets. Hein. Donc ça c'est chouette. Et... ouais, je pense un bon équilibre aussi familial parce que du coup, là, je peux choisir de travailler quand je veux. Je peux travailler les soirs, je peux travailler le week-end, je peux travailler quand j'ai du temps et m'organiser avec ça. Et ça, c'est quand même un très gros luxe. Je voulais te demander aussi, parce que tu disais que tu avais eu ta fille, et est-ce que ça, le fait d'avoir un enfant aussi, ça te pousse à te dire que tu fais les choses un peu différemment? Ouais, je pense que du coup, ta priorité n'est pas la même et que... là, déjà, c'était plus question de partir en voyage tout le temps sur des salons. C'était plus du tout d'actualité.
Même si, pourquoi pas, une fois de temps en temps, évidemment, mais pas dans la mesure dans laquelle c'était le cas à l'époque. Et d'avoir cette flexibilité, je pense que c'était devenu hyper important pour moi. Et puis d'avoir l'impression aussi que tu es là à des moments clés, parce que mine de rien, quand j'ai voulu reprendre un temps plein, c'était peut-être aussi pour me prouver que en fait, je pouvais tout faire et que j'allais y arriver. Et que, voilà. Mais en fait, au final, à l'Akita, personne ne me voyait. Je ne pouvais jamais l'amener ni aller la chercher. C'est quand même des moments que je loupais aussi, même si j'étais contente parce que je rentrais tôt. Et du coup, je pouvais la voir après. Mais là, je peux faire au moins ça, là, qui sont un peu des moments clés quand même, quand on la dépose, quand on va la chercher. Je sais pas. Je trouve que ça m'apporte beaucoup de pouvoir avoir cette flexibilité-là. Génial. On te suit en tout cas Ouais. sur Instagram, sur LinkedIn, ton site internet. C'est ça, Atelier Ramin. Pour les gens qui nous écoutent, est-ce qu'il y a quelque chose dont tu as besoin? Des followers. C'est vrai? Non, c'est toujours agréable parce que du coup, ça permet de faire passer le message. Non, en vrai, j'ai besoin de rien. Besoin de rien. On peut te demander de participer à des choses. Il y a des... J'aime toujours poser cette question, tu vois, quand... Je trouve que de tout ce que moi j'ai pu profiter dans mes études, on avait un truc en particulier qui s'appelait le jeudi de lauréat suite, mais même dans mon lycée et tout, c'est quand on fait venir des professionnels ou des gens qui sont juste dans la vie active, qui t'expliquent un peu la différence avec à quoi ressemble le monde. Est-ce que c'est des choses auxquelles toi tu t'es intéressée de participer, s'il y a des gens qui écoutent? Ça me plairait d'y participer, ouais, mais j'ai pas du tout regardé ce genre de choses. Si les gens nous écoutent. Donc pourquoi pas, ouais, totalement. Est-ce que tu as un livre à nous partager, des choses qui t'inspirent? Ouais, alors ça n'a absolument rien à voir avec ce que je fais. Il y a un livre que j'adore et toutes mes copines l'ont lu et on en a parlé pendant des mois. C'est un livre qui s'appelle Attached du docteur Levin et qui est un livre sur l'attachement, mais en particulier dans la relation romantique. Donc ils ont pris toutes les études sur les types d'attachement, etc. Mais là, c'est appliqué à la relation romantique et il y a beaucoup d'exemples. Et donc, on apprend un peu déjà quel type d'attachement on a et puis pourquoi ça ne fonctionne pas dans cette relation avec cette personne-là qui, lui, a ce type d'attachement, etc. Et c'est un livre qui est fascinant, qui aide beaucoup dans les relations, qu'elles soient amoureuses, mais aussi, je pense, en amitié, les relations humaines en règle générale. Ok, super. Merci, on va mettre les liens. On peut te contacter pour quelles raisons? Et ben, si vous avez un projet, un projet de décoration, de rénovation, si vous avez envie d'avoir des conseils, voilà, n'hésitez pas à me contacter. On va mettre tous les liens. Est-ce qu'il y a une question que j'ai oublié de te poser? Un mot de la fin? Non. Pas de mot de la fin. Trop bien. Et ben merci de nous avoir présenté tout ça. C'est hyper excitant. Moi, j'ai hâte de voir comment ça va se développer. Parce que ce soit le côté français ou les clientèles, enfin, moi, je trouve ça hyper intéressant de voir les moments où tout va changer et que tu nous racontes d'ici 2-3 ans. Ça va être fou. C'est ça, peut-être que je reviendrai pour... le débrief. C'est ça, pour le débrief. C'est trop chouette. Merci à toi, en tout cas. Merci beaucoup. Bravo, vous avez écouté ce nouvel épisode du podcast Berlin de Toi jusqu'au bout. Vous retrouverez l'ensemble des notes liées à l'épisode sur le site internet www.berlindetoi.com. Vous pouvez nous soutenir en mettant une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez également souscrire à la newsletter sur Substack et je me réjouis de vous retrouver sur LinkedIn ou Instagram à Berlin de Toi.